Bien, bonjour. Alors, je m'appelle Sabine Meyer et je suis photographe et prof d'art plastique, comme Yolanda l'a dit. Mais aujourd'hui, je parle en tant que photographe. C'est pas tout à fait la même chose d'être professeur d'art plastique et artiste. Voilà. Comme je ne suis pas un grand orateur, je vais lire beaucoup ce que j'ai préparé. Tout ce que j'ai à dire se dit, je l'espère, dans mon travail. Ce que je vous expose aujourd'hui est un travail de commande, dans le sens où, à la demande d'un autre, j'ai tenté de mettre en mots de la manière la plus audible possible ce qui se trame habituellement de manière plus sous-jacente dans mon travail selon d'autres modalités. En conséquence, je vous demande de n'entendre dans mes propos que la relation d'une expérience, un matériau brut sans prétention théorique. J'ai tenté de formuler quel rapport mon travail entretenait avec les corps, puisque c'est le sujet qui nous occupe. Celui de mes modèles, le mien, celui du photographe, et celui de l'œuvre. Je m'efforcerai donc de cerner, pour vous les exposer, quels enjeux la présence conjointe de ces corps, réels ou imaginaires, soulève dans ma pratique. Mon sujet n'est pas le portrait photographique, mais le corps dans la photographie. Je ne discuterai donc pas de portrait ou de portraiture à proprement parler, parce qu'il y a dans l'existence charnelle du corps une trivialité qui n'est pas de l'ordre d'une relation conceptualisable, la portraiture, mais d'un phénomène incontournable et parfois impensable, et impensable au sens premier, où la pensée est absente, d'où la pensée est absente. Néanmoins, certains enjeux du corps photographié rejoignent ceux du portrait. Alors, j'ai déjà fait 2 interventions sur le portrait photographique. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site de l'Académie de Rouen en art plastique et vous les trouverez. Et je me suis permis de reprendre pour la conférence d'aujourd'hui certains morceaux de ces 2 interventions parce que là où les enjeux sont similaires. Et d'emblée, dernière chose pour introduire mon intervention, d'emblée, je restreindrai mon champ d'investigation à une acceptation du terme de corps, celle communément admise du corps humain, charnellement présent, que l'on peut voir, toucher, mesurer et heurter, à savoir un fait matériel. Alors j'ai ordonné, entre guillemets, vous allez voir que j'ai un ordre un peu particulier, mais bon, j'ai ordonné cet exposé en 3 parties, correspondant à 3 questions qui traversent sans cesse ma pratique de photographe. Première partie, le corps comme obstacle. Seconde partie, du désir de l'objet à l'objet du désir. Et troisième partie, le corps, un mal nécessaire. Alors, le corps comme obstacle. Le processus photographique. Le médium photographique prend dans mon travail une dimension particulière. Il ne se réduit pas à un médium, c'est-à-dire un simple transmetteur de pensées, d'imaginaire ou d'inconscient. Il génère en soi une part importante de mon désir d'artiste. Le processus photographique me permet, par les étapes mêmes de son déroulement, de me mettre dans le monde, voire de me mettre au monde. Il donne sens et corps aux faits de mon existence. Presque 30 ans après l'acquisition de mon premier appareil, je reste fascinée par cette mécanique, par le phénomène optique des rayons lumineux qui transportent la possibilité d'une représentation, par les opérations chimiques qui la révèlent et qui la fixent. Le vocabulaire qui s'y rattache m'a toujours rendue suspicieuse envers la tendance de la photographie à se présenter si volontiers comme une technique. Chambre noire, sensibilité, obturation, déclencheur, saisie, sel d'argent, révélation, fixation. Ce n'est pas le vocabulaire descriptif d'une mécanique, mais d'une opération magique. J'ai toujours eu le sentiment que la photographie entretenait avec la technique la même relation que l'alchimie avec la chimie. Quelque chose échappe à l'entendement. Qu'est-ce qui fait qu'une machine, dont la fonction est de produire une représentation, puisse aussi parfois devenir, je ne sais par quel phénomène, un capteur d'être. J'ai beau connaître les lois optiques et chimiques qui sous-tendent le procédé, j'ai beau savoir que cette formidable machine est une invention humaine, conçue pour obtenir des images qu'on avait déjà à l'esprit, rien n'y fait.
l'image photographique me bouleverse toujours autant. Et ce, de manière redoublée quand elle montre l'image d'un corps, de moi-même ou d'un autre. J'ignore à quoi tient cette émotion. Elle est un mélange indémêlable de mélancolie, de fascination et de désir. Le degré zéro de la photographie. Malgré la sophistication technique outrée de nos appareils photographiques actuels, le principe de la photographie, enfin le principe physique de la photographie reste simple, entre guillemets. Une boîte noire percée d'un trou contenant une surface sensible à la lumière, le film ou la pellicule, enfin du papier, est placée en face d'un sujet dont on veut obtenir une image. La lumière entre dans la boîte par le trou ouvert et par le phénomène optique dû au sténopé. Ce qu'on appelle le sténopé, c'est l'ouverture, le trou en grec. Croise ces rayons en ce point précis, inversant l'image qui se forme sur la surface sensible, c'est-à-dire que si on pouvait ouvrir une chambre noire, on verrait l'image qu'on a en face de soi, mais inversée droite-gauche au bas. Là où la lumière frappe, le sel d'argent contenu dans la gélatine du papier ou du film s'oxydera après un traitement chimique. Là où elle ne touche pas, c'est-à-dire où elle est occultée, le sel d'argent restera en l'état. Par un traitement chimique, parce qu'il y a deux étapes dans la photographie, il y a la prise, il y a donc la captation de la lumière, et puis après il y a le processus chimique qui va mettre à jour l'image, on va dire. Par un traitement chimique comprenant deux étapes, la révélation et la fixation, le sel d'argent plus ou moins photonisé, je dis photonisé, c'est un mot qui n'existe pas, mais vu que la lumière est composée de photons, on va appeler ça comme ça, noircira plus ou moins en s'oxydant et disparaîtra s'il n'a pas reçu de lumière. On obtient donc un négatif, c'est-à-dire noir où c'était lumineux, puisque le sel d'argent a été frappé, on va dire, et blanc ou transparent où c'était sombre, duquel on tirera un positif, soit par projection, soit par contact. Bon. Vu sous cet angle, on pourrait envisager un degré zéro de la photographie, qui serait l'enregistrement d'un rayon lumineux ininterrompu, dont la course ne rencontrerait aucun obstacle. Ce serait une photographie parfaite et sans question, mais sans représentation. Or, ce qui nous méduse dans l'image photographique, c'est précisément quelle est la preuve de l'existence de nos corps, de leur réalité matérielle, de leur adéquation à la réalité physique du monde, puisque, comme tout objet matériel de ce monde, ils ont la faculté de dévier ou d'interrompre les rayons lumineux, et que cette interruption génère une représentation. Ce qui se donne à voir, c'est donc une obstruction, un empêchement de la lumière à parcourir son trajet en ligne droite, jusqu'à la surface sensible, c'est-à-dire notre corps comme un obstacle. Serait-ce à dire que la marque de notre existence est occasionnée par une gêne, que ce corps, c'est ce qui fait déraper la lumière, comme on dit en photographie, ce qui l'accroche, on dit ça accroche la lumière, comme un hameçon. Ce qui constitue le matériau de l'image, ce n'est pas l'en soi de notre présence, mais c'est l'interaction de notre corps avec le monde. C'est-à-dire comment la lumière, comment notre corps fait dévier la lumière. Le temps et la mort. L'hypothèse la plus probable concernant l'émotion relative à cette image tient peut-être au fait que la photographie, comme le corps, sont des véhicules et des marqueurs de temps. Non pas qu'ils puissent le retenir, au contraire. Ils ne cessent de nous rappeler que nous traversons le temps, sans cesse et sans retour, et que ce temps est mesurable et mesuré. L'un et l'autre nous ramènent au fait de notre immanquable disparition à venir. L'un et l'autre nous démontrent, s'il en était encore besoin, que nous n'y échapperons pas. Il y a pourtant, dans ce besoin de produire de nous-mêmes des représentations, un espoir d'y échapper. Que quelque chose de nous restera après nous, que quelque chose saura pour nous transcender la mort.
que quelque chose nous sauvera de l'oubli, de la perte totale, nous rattachant pour un temps au corps, au monde des hommes, l'espoir d'un sursis. Quand j'étais enfant, j'avais entendu dire que Jules César, afin de se prémunir contre une éventuelle tentative d'empoisonnement, prenait chaque jour une petite dose de poison. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire pareil avec la vie et qu'on ne mourrait pas. Bon. Jusqu'à quel point la prise photographique n'est-elle pas de cet ordre? Une petite mort acceptable, régulièrement consommable, à petite dose, qui nous habituerait un petit peu à l'autre, petit à petit. Bon. La vie entière comme une série de photographies, on n'aurait pas tout perdu. La mélancolie qui nous saisit devant les vieux albums photos, la réticence que nous avons à jeter la photographie d'un corps, la fascination mêlée d'angoisse devant les propres photographies de notre enfance, ne sont que des petites répétitions générales, nous le savons. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Roland Barthes qui s'appelle La chambre claire. Et il y a Serge Tisseron qui a écrit un livre faisant référence à ce livre-là qui s'appelle Le mystère de la chambre claire. Et dans ce livre, Tisseron s'interroge à propos des millions de pellicules développées et oubliées au magasin de photos chaque année. Alors, oubliées, je ne sais pas, en tout cas, qu'on ne va pas retirer. Les magasins de photos sont pleins de pellicules développées, jamais retirées. Il en tire une hypothèse que ce n'est pas tant l'obtention de l'image qui importe, mais le geste de la prise lui-même. Est-il besoin d'exhiber la preuve pour qu'elle soit une preuve? Le « ça a été » de Barthes suffira peut-être, parce que Barthes, dans La chambre claire, dit que la photographie, c'est « ça a été ». Voilà, il appelle ça comme ça. Car de quoi d'autre est-il question ici, si ce n'est « c'est moi » ou « j'y étais ». De quoi cette image est-elle en charge, si ce n'est de garder la trace, la marque, l'empreinte de notre corps, la preuve finalement de notre présence dans le temps et dans l'espace. Ce qu'on envisage toujours difficilement quand on regarde une photographie, c'est que quelqu'un l'a prise et que pour la prendre, il a dû se trouver là, à l'endroit même de l'image, sans le moindre doute. Comment ne pas entendre alors l'affirmation « j'y étais » du photographe comme un « j'ai été ». J'ai été alors je suis. L'impossible saisie du monde. J'ai commencé la photographie à cause d'une impossibilité, celle de rendre compte de ce que je voyais. Je pense encore aujourd'hui que la photographie documentaire n'existe pas, mais bon, ça c'est un autre sujet, c'est pas celui qui nous occupe aujourd'hui. La machine photographique me semble produire des images sans grand rapport avec ce que j'en attendais. Je pratiquais alors la peinture et voulais photographier mes travaux pour en produire des documents. Tout peintre a vécu cette douloureuse expérience. Je ne sais pas si certains parmi vous font de la peinture et essayent de prendre en photo leur peinture, c'est terrible. Cette douloureuse expérience de ne pas reconnaître ces peintures dans les photographies qui en sont produites. Elles y sont bêtement réduites à des taches de couleurs les unes à côté des autres. Et encore, j'ai de la chance, je ne suis pas sculpteur, parce que rendre compte d'une sculpture par la photographie, je pense que c'est abominable et c'est horriblement douloureux. Il y a un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle « Alice dans les villes » de Wenders. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon. Là-dedans, à un moment donné, il y a un personnage, le personnage principal, qui prend... il est au bord de la mer, il a un appareil Polaroid et puis il n'arrête pas de prendre des photos. À un moment donné, il est au bord de la mer et il prend une photo du paysage qui est devant lui. Et bon, il la prend, il attend qu'elle se développe, il la présente à ses yeux, et puis il compare ce qu'il voit et la photographie qu'il en a produit. Et ça colle pas. Ça colle pas. Je vois quelque chose et ça ne s'écrit pas, ça ne se photographie pas, ça manque. Je ne reconnais pas ce que j'ai vu, pourtant je vois les formes et les couleurs que j'ai vues, mais rien ne ressemble. Le monde ne s'écrit pas dans les photographies. Pourtant, c'est le désir ultime de l'acte photographique.
la note, l'archivage, le souvenir, la fixation du temps, la saisie, le témoignage, mais ça ne marche pas. Une telle résistance, couplée à un outil si performant, voilà de quoi irriter, inquiéter et forcément éveiller le désir d'aller y voir de plus près. L'image photographique était impuissante à me rendre compte du monde, dans le sens où ce que je ne cessais d'y voir était le fait que j'avais vu, et non pas ce que j'avais vu. Comme en un miroir sans fin, au centre duquel je me serais trouvée. C'est-à-dire si on se met deux miroirs, un à droite, un à gauche, puis qu'on regarde, on ne voit rien, sinon le fait qu'on voit. D'accord ? Bon. Alors, du désir de l'objet à l'objet du désir. L'opérateur. Quelque chose s'interrompait dans la logique figurative. Quelque chose résistait. Par une parfaite mise en abîme, être photographe me rendait aveugle, comme si le processus photographique était un système clos qui produisait ses propres représentations et dans lesquelles mon rôle se réduisait à celui de l'opérateur. C'est comme ça que j'ai commencé les autoportraits, en acceptant le rôle. Ça me plaisait, cette idée d'une machine photographique autarcique, voire un peu autiste, dans laquelle j'aurais été un rouage. L'autoportrait comme l'image d'un circuit fermé, qui n'exposerait finalement que les modalités de sa propre existence. La surface sensible, contenue dans l'appareil, lui-même relié au photographe par le cordon, on le voit très bien là d'ailleurs, que tient la main, le corps se trouvant là comme opérateur et modèle à la fois, saisi par la pellicule contenue dans la chambre noire à laquelle il fait face. L'acte du déclenchement, l'instant de la saisie et l'espace comme théâtre de l'opération en deviennent le sujet même. Il y a longtemps, j'ai assisté à quelques cours d'université et il se trouve que justement c'était là, à Paris 8. Le cours concernait la photographie et le professeur s'appelait Jean-Louis Boissier. En tout début d'année, M. Boissier a projeté une série de photographies. La plupart étaient des images de jeunesse de grands photographes. Alors, le cours de M. Boissier concernait la photographie et il nous avait projeté toute une série de photos de jeunesse. Et elles avaient en commun qu'elles ne montraient que des sols. Des trottoirs, des pavés, des parquets, etc. Bon. Des fois, on y voyait un bout de pied, l'ombre du photographe, un morceau de bas d'immeuble. Bon. La question de M. Boissier était de savoir pourquoi on trouvait ce type d'image chez presque tous les photographes et surtout dans leurs premières images connues. Alors bon, nous, on était très néophytes et on n'en savait rien du tout. Et notre professeur avait énoncé l'hypothèse que tout photographe éprouve le besoin d'attester de sa présence, de la matérialité de sa présence, de sa posture verticale et pesante sur ce sol qui garantit la continuité physique entre le photographe et son matériau, le monde. C'est le fait d'être là qu'éprouve le photographe, de se tenir au même endroit et au même moment que ce qu'il photographie. Donc, il y a un autre livre dont je vous conseille la lecture si la photographie vous intéresse, qui s'appelle L'acte photographique de Philippe Dubois. C'est extrêmement simple et complexe comme toutes les choses très intelligentes. Et dans ce livre, Philippe Dubois a une phrase très belle qui dit « Toute photographie est un autoportrait ». Puisque pour que la photographie existe, il faut que le photographe y soit, ici et maintenant. Peu importe son degré d'attention, qu'il soit ou non un bon artiste, peu importe même qui il est ou ce qu'il veut. La condition de la saisie qui s'opère est la présence du photographe. Ça a l'air idiot, littéralement, vraiment, cette idée, ça tombe sous le sens, ça ressemble à une lapalissade. Pourtant, c'est précisément ça le travail du photographe. L'acte photographique. C'est le fait d'appuyer qui enregistrera l'image. Voir ce qu'enregistrera l'image, c'est le geste qui procède à l'enregistrement de l'image lui-même. Le corps du photographe. C'est par cette dimension tautologique de la photographie que j'ai commencé les autoportraits. J'avais réussi à me placer au centre de la machine à représenter, mi-voyant voir.
Durant quelques années, je me suis enfermée dans l'intimité et la solitude de mon atelier, hermétiquement clos. En ouvrir la porte revenait à ouvrir une porte de l'inconscient. Non pas que je ne fusse pas consciente de ce que je produisais, mais j'avais fait de l'atelier un espace d'introspection tel qu'il m'était possible d'y faire des expériences dont je ne connaissais pas encore les données exactes, me plaçant mentalement dans des lieux déconnectés du monde des faits, de la rationalité et du sens commun. La transition d'un espace à l'autre s'opérait très concrètement lors du passage physique du seuil de la pièce. Mon propre corps devenait dans cet espace-là l'objet d'une expérimentation. Disloqué, basculé, inversé, multiplié, mutilé, plié, défiguré, comme celui d'un rat de laboratoire. Je me servais de mon corps comme j'avais l'impression de faire des expériences, d'aller, de mettre dans cette machine, et puis qui était une machine à représenter, et que d'une certaine manière, je mettais mon corps comme un grain de sable qui allait enrayer la machine pour voir ce que ça donnait. C'était quoi? Il se passerait quoi si j'enrayais le truc? Et si... Bon, ben j'ai vu, hein, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Voilà, c'est mon dernier autoportrait, c'est à la limite du reconnaissable. Et je donnais à mon corps comme interlocuteur, comme double, comme témoin, l'appareil photographique. Je me dédoublais et me rassemblais sans cesse, modèle et photographe à la fois. Il ne s'agit plus ici de mon identité, de qui j'étais, quelle importance, mais du lieu dans lequel j'avais réussi à me placer de l'autre côté du miroir. J'y devenais ce en quoi chacun pouvait se projeter, à savoir une figure. Par le biais de l'autoportrait, à reculons, pour ne pas regarder, j'avais introduit un corps dans mes photographies. Le modèle. Quand j'ai commencé la photographie, photographier un corps m'était inconcevable. D'abord, ça supposait me trouver avec quelqu'un, au cœur de mon travail, qui est un lieu intime, vulnérable et emmêlé, dans lequel on en sait peu sur soi. On est très fragile quand on est dans l'atelier. Dans un entretien, Cindy Sherman, je sais pas, vous connaissez Cindy Sherman? Ouais. Dans un entretien qu'on trouve dans le catalogue du jeu de paume, il y a eu une grosse rétrospective il y a 2 ans, un an, 2 ans, je ne sais plus. Elle accorde un entretien, je ne sais plus à qui. Et on lui pose la question de l'autoportrait. Pourquoi l'autoportrait? Alors c'est marrant ce qu'elle répond. Elle dit qu'elle est timide et puis que ça la gêne, hein, de regarder quelqu'un d'autre, lui demander des choses, tout ça. Bon, elle dit que c'est plus pratique d'être son propre modèle, qu'on est toujours disponible, qu'on sait ce qu'on veut. Bon, c'est très approximatif, hein, comme citation. Alors, c'est une pirouette de répondre ça. Pourquoi l'autoportrait? Parce qu'au fond, c'est une question idiote. Bon. Et on n'y répond pas comme ça. Alors, ça m'a bien fait rire, mais en même temps, c'est pas qu'une pirouette, parce que le fait de l'autre dans l'atelier, de son étrangeté au sens premier, l'étrangeté, c'est-à-dire pas soi, hein, c'est difficile. C'est quelque chose de difficile d'admettre un autre dans son atelier puis de travailler avec. Bon. Et puis, je me voyais mal rendre compte d'un autre, alors que j'avais déjà bien du mal à me rendre compte de moi-même. Il y a dans la présence d'un autre corps une réalité dont on ne peut s'abstraire. Percer cette opacité, voilà une tâche qu'il me semblait vain d'entreprendre, parce que d'avance vouée à l'échec. L'autre est un autre, et ontologiquement, ça suppose une résistance, non pas affective, psychique ou identitaire, non juste ça, l'autre en face de moi m'est impossédable, insaisissable et incontournable. Il est ce corps que je heurte et que je ne pourrai pas traverser. Il est celui qui me fait face. C'est le fait même de cette résistance qui permettra l'image photographique. Je trouve que dans pas mal de portraits, quand on les sonde un peu, on ne voit pas quelqu'un, mais on voit sa résistance à être... enfin, sa résistance pas volontaire, pas consciente, pas décidée, mais... comment dire, on voit que l'autre est un autre en face, et non pas que le portrait, on a le fantasme du portrait, de quelque chose qui va dévoiler l'autre, qui va le mettre à jour, qui va le décrire, qui va le raconter, etc.
Or, moi, ce que je vois surtout dans les portraits, c'est à quel point l'autre est un autre, et à quel point juste ce fait-là, pas agressivement, hein, mais juste ce fait-là fait qu'il est insondable, enfin qu'il est en face, quoi. Je faisais les autoportraits, etc. Puis il m'est arrivé cette affaire-là. J'ai été invitée à participer à une opération qui s'appelait Photo de classe. Il y avait 6 photographes qui avaient été invités à faire une photo de classe. Donc chaque photographe avait en charge 4 classes. Et bah voilà, on fait une photo de classe. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai beaucoup discuté avec les élèves, fait un travail commun un peu avec eux. Voilà. Et je suis sortie de mon atelier tout dans le noir et j'ai fait ces photos. Tout d'un coup, il me sont tombées 30 personnes dessus à la fois. J'étais un peu paniquée. Je me disais que je vais faire tous ces gens. Bon. Et pourtant, il se trouve que c'est à cette occasion qu'avec l'une des photos, avec l'une des classes, j'ai vu quelque chose dans mes photographies qui s'y était encore jamais trouvé. Sur l'un des clichés, une jeune fille que je n'avais pas remarquée particulièrement se tenait au premier plan d'une des mises en scène que nous avions conçues avec sa classe. Sa présence dans l'image était d'une gravité équivalente à celle que j'éprouvais de mon propre corps dans l'atelier. Il s'est avéré, j'ai cru que au moment où j'ai regardé les premières planches contact, je me suis dit, bon, c'est par hasard, il se trouve que c'est bien tombé, qu'elle a cette présence-là à cause de la lumière, de l'image, de ceci, de cela. Bon. Puis il y a eu une deuxième séance de prise de vue et il s'est avéré que bah non, c'était pas du hasard, que ça s'est amplifié, et puis que non seulement ça, mais qu'elle en était consciente et qu'elle l'a fait sien, cette présence, bon. Et c'est devenu, étrangement, c'est la première fois que ça m'arrivait, sa présence m'obsédait dans l'image. Et elle me devenait désirable comme on dirait d'un objet d'amour qu'il est désirable. Et pourtant, étrangement, en dehors des séances de prise de vue ou des images, rien ne m'apparaissait de ce que je voyais, par ailleurs. C'est-à-dire que quand je la voyais en dehors des moments de la prise de vue ou en dehors des images, bah, je voyais rien. M'était venue en tête une série d'images dont elle aurait été le seul modèle possible. Ça n'a pas eu de suite, peu importe. Cette expérience a métamorphosé mon travail. J'en avais fini avec les autoportraits et les corps à distance. Enfin, il m'a semblé entrer dans le vif du sujet. L'objet du désir. L'expérience fut troublante et elle l'est toujours. Comment se fait-il qu'un désir d'une telle puissance, équivalent au désir amoureux, puisse se satisfaire de la production d'une image? Je travaille actuellement avec un modèle. Bien que n'ayant pour le moment produit qu'une seule image avec lui, c'est ce corps-là qui m'apparaît dès que le projet d'une photographie s'ébauche. Il ne s'agit pas d'un modèle idéal, dans le sens où il serait particulièrement beau, ou comme on dit, photogénique, ou même d'agréable compagnie. C'est quelqu'un d'extrêmement désagréable. Je fais souvent le souhait qu'il soit plus comme ci ou plus comme ça. Bon. Mais même si tout ça est vrai, ça n'a aucune incidence sur le désir que j'ai de produire de sa présence une image. Il existe dans la conjonction de ces deux corps, l'un offert à voir et l'autre creusant la vue, un érotisme que seul apaisera pour un temps la production de l'image en gestation. Cette présence me ravit et me désole tout à la fois, parce qu'elle est l'expérience d'une perte inévitable, voire la perte est la condition sine qua non de la photographie. Tout manque dans une image photographique. Nous avons tous fait l'expérience de la mélancolie qui nous saisit devant la photographie d'un autre absent, voire de nous-mêmes en d'autres circonstances. Loin de nous le restituer, elle en réactive cruellement la perte. Ce que ça montre, ce n'est pas seulement que ça a été, mais que ça n'est plus, et ne sera plus, définitivement. Ce qui est vertigineux, c'est qu'elle est une vue du présent, ce temps impossible, sans épaisseur, sans poids et sans mesure, et qui pourtant ne cesse de nous traverser.
ce temps qui fait de nos corps un agencement particulier de sel d'argent sur du papier. Une fois encore, le vocabulaire de la photographie revêt une signification inattendue. On dit prendre une photographie ou on parle de saisie photographique. Il y a vraiment quelque chose de prédateur dans la photographie. Pourtant, en prenant une photographie, on perd la consistance du monde, que précisément on ne pourra plus saisir. Pour ce qui est de la photographie, prendre ou saisir, c'est perdre. Et jusqu'à quel point l'érotisme de la situation, dans lesquelles sont placés le modèle et le photographe, n'est-il pas suscité par ce double jeu d'apparition et de disparition du corps du modèle, pris et perdu sans cesse? Alors il faut croire qu'on y a gagné autre chose. Étrangement, du désir de ce corps-là, dans l'atelier, de cette façon de poser le bras ou de peser sur le sol, de cet angle du regard, de ce corps consentant, se détache doucement un autre objet de désir, un arc blanc dessinant une nuque, un triangle plus sombre dans la couleur du vêtement, une disposition particulière de l'ombre et de la lumière sur une main, une succession de plans dans la profondeur de l'espace, un agencement de lignes, un alignement de taches figurant un corps perdu, bref, le désir d'une image, que rien n'apaisera si ce n'est la contemplation. On peut se dire alors que ce qui rend la présence du modèle si désirable, c'est peut-être précisément le fait qu'il est destiné à devenir une image, un fantôme, dont l'absence figurée attisera notre désir de voir. Donc le corps comme mal nécessaire. Le corps du modèle. La métaphore de la relation amoureuse pour évaluer les enjeux de l'élaboration d'un portrait me semble aujourd'hui plus valide que jamais. Être amoureux, c'est pour un temps donné faire coïncider l'idéal avec le réel, pour un temps donné. C'est-à-dire donner corps, forme et voix à un être idéalement aimable et désirable. Pourtant, mon modèle n'est jamais comme je veux. Il ne correspond pas souvent à l'image que j'en ai, voire jamais. Mais je sais que quelque chose de ce corps porte ce que je cherche, bien que je ne le sache pas encore formuler a priori. Encore s'agit-il de le faire émerger et de le reconnaître. Commencent alors de longues séances de torture, par lesquelles j'espère assouplir ce corps, le désarmer, le faisant et le défaisant, le fatiguant, comme on fatigue un danseur pour qu'il cède, qu'enfin il se rende et laisse filtrer ce que je veux voir. Il me faut faire disparaître les raideurs, les postures, les barrières, la peur qu'on a d'être photographié. Finalement, il cessera de prendre la pose, mais il se posera. Ce n'est pas rien d'être pris en photo, ce n'est pas anodin, on le sait tous. Ce n'est pas sans enjeu, ça fixe une image de soi. C'est difficile devant un appareil photo d'accepter de n'être que là. Les photographies de nous-mêmes nous ont formés. Elles ne sont pas qu'un constat a posteriori. Elles agissent sur la représentation que nous avons de nous-mêmes. Elles donnent corps à ce fantasme que nous avons tous eu, enfants, nous voir de loin. Nous nous y voyons comme un autre. Nous jugeons notre image à distance, parce qu'elle nous permet de nous regarder, croyons-nous, comme les autres nous voient. C'est donc comme ça que je suis. On a intérêt d'y être à son avantage, séduisant à ses propres yeux. On y travaille comme un acteur, on se recoiffe, on montre son meilleur profil, on sculpte sa posture, bref, on pose. C'est difficile de se laisser faire, d'accepter que le photographe fera de soi une image qu'on n'aura pas contrôlée, à propos de laquelle on n'aura rien décidé, au risque de ne pas s'y plaire, pire encore, de ne pas s'y reconnaître. Je trouve qu'il faut une sacrée dose de confiance pour abandonner son corps entre les mains, ou plutôt entre les yeux, de quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'on travaille avec tel ou tel modèle, c'est
la reconnaissance d'une capacité d'abandon, hein, de confier son corps à être photographié à quelqu'un. Bon. La traversée du miroir. Je ne sais pas si j'ai assez insisté là-dessus. Lors de la prise photographique, dans le cas d'un portrait, il y a présence conjointe du photographe, du modèle et de l'appareil. Nous sommes trois. Celui qui regarde, celui qui est regardé et celui qui en atteste. Et bien que le photographe soit rarement visible, il y est toujours. Et le modèle qui nous regarde, ou pas, le sait, puisqu'il est avec lui au moment où l'image se fait. Dans un portrait, plus encore que dans toute autre photographie, il nous manque un morceau, hein, puisque y a le contre-champ. Et le contre-champ, il existe au même moment et dans le même lieu que celui de l'image. C'est celui dans lequel se trouve le photographe. Un peintre et son modèle, ce n'est pas forcément synchrone dans le temps et dans l'espace. Or, ontologiquement, fondamentalement, la photographie, si. Toujours. Croire à la solitude du modèle, à son autonomie, tel que se présente le portrait, c'est croire à la fiction de l'image. C'est particulièrement frappant avec les portraits qui fixent l'objectif. Le sentiment qu'on a est celui d'une transcendance de la représentation, à savoir que là, par exemple, c'est bien nous que ce visage regarde, nous des années plus loin, depuis un lieu où nous ne nous sommes jamais trouvés. Je pourrais presque dire que j'attends de mon modèle qu'il rende possible mon propre portrait. Le portrait du photographe n'est pas son autoportrait, mais le portrait de son modèle. Je ne saurais me voir ou me concevoir seul. C'est par le biais de celui que je regarde me regarder que j'accéderai à une représentation possible de moi-même. La trace dans l'image est bien celle d'une relation. L'un en face de l'autre, durant ce temps infime, de part et d'autre d'une surface suffisamment sensible pour saisir la conscience que chacun a de la présence de l'autre. Je ne percerai rien, je n'éclaircirai rien, je ne résoudrai pas l'équation de l'autre pour nous, mais ce portrait dira que je me serai tenu avec lui, pour quelques instants, à l'endroit de l'image, qu'à ce moment-là, il aura été, et moi aussi, j'en témoigne. La relique. Alors, ce que je vais aborder ici agace souvent, parce qu'on se demande pourquoi j'en fais toute une histoire, tout un plat, alors que vraiment ce serait peu de choses. C'est la raison pour laquelle je travaille avec ce qu'on appelle l'analogique, que je ne trouve pas du tout être le bon mot. Moi, je préfère parler d'argentique, savoir que je ne travaille pas du tout en numérique. Hein. Et je trouve que ça tombe bien, cette invitation à parler du corps, parce que, en ce qui me concerne, c'est une histoire de corps, cet argentique. Il y a une différence fondamentale entre la photographie argentique et la photographie numérique. On fait semblant qu'il n'y en a pas, etc. Les marchands de photos, ils ont intérêt, mais ce n'est pas vrai. Travailler en argentique ne correspond pas du tout de ma part à une posture traditionnaliste ou nostalgique de la photographie telle que... bon, non. J'ai déjà fait un travail en numérique, et puis d'ailleurs, je vous parlerai plus tard d'un autre travail que je vais faire aussi en numérique. Mais la plupart du temps, je travaille en argentique. Le fait que je travaille avec de la pellicule, hein, pas avec des chiffres, correspond à quelque chose. Et ça, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Quand on travaille avec un médium, on ne peut pas être dans un rapport de déni avec lui. Ça n'a aucun sens, puisque ça détermine en partie ce qu'on va faire avec, hein, de fait. Dans le processus argentique, la saisie est une empreinte. Les photons qu'opposant à la lumière sont des particules qui, bien que sans poids, ont une incidence physique. Mais quand je dis physique, ce n'est pas une image, c'est physique. Hein. En l'occurrence, lors d'une saisie photographique, ils entrent dans la chambre noire et viennent heurter une surface sensible à la lumière. Littéralement, ils l'impressionnent. Ils en changent l'état. Par le biais de mon appareil, la gélatine du film est en contact avec le monde, elle est touchée matériellement. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est un fait. On pourrait dire qu'un tirage argentique est une relique,
au second degré, hein, la boîte qui a contenu le tissu, qui a touché le corps, enfin. Bon. Quand bien même ce lien est ténu, il n'en existe pas moins. Le processus numérique inclut une traduction. La lumière devient une information qui est encodée et puis restituée ensuite par transposition algébrique, hein, en quelque sorte 0, 1, 1, 0, 1, 1, etc. Bon. De ce fait-là incontournable découle tout le reste. L'image numérique se prête, voire c'est sa visée logique, à la mutation. On se trouve aussi proche de la peinture que de la photographie dans un travail numérique. Bon. J'ai un projet de photographie en numérique, c'est un projet de groupe qui va réunir des personnages en grande conversation les uns avec les autres, qui vont former des petits groupes, bon, induisant des gestuels, des postures, des regards, des expressions et des places respectives. Or, chacun des modèles sera photographié indépendamment des autres, selon une mise en scène générale, préalable et précise. Donc, à chaque fois qu'un modèle sera photographié, il va s'adresser au vide, hein, puisqu'il sera seul en scène. Par une manipulation numérique relativement simple, ces clichés seront assemblés en une seule image. Le point de vue sera donc toujours le même, et chaque modèle sera pris individuellement. J'espère bien que quelque chose de cet artifice, parce que c'est de l'ordre de l'artifice, demeurera, non pas au sens où on n'y croira pas, je ne veux pas ça, mais j'espère un malaise, hein, quelque chose qui chiffonne, qui ne laisse pas tranquille, qui inquiète, on se dit, voilà. La réalité du monde visible est beaucoup plus désagréable. Les états de grâce y sont rares, fortuits, miraculeux et inattendus. Pas systématiques, ni arrangés, ni classables, ni nommables, comme le sont les outils de Photoshop. Vous connaissez Photoshop? Ouais, hein. Il y a contraste, balance des couleurs. Bon, il y a tout un truc, on peut faire plein de trucs super avec. Voilà, chacun a un nom pour manipuler. L'idéal est le modèle. Ce qui me plaît dans la saisie argentique, c'est que ce soit un seau périlleux et qu'il n'y ait pas de filet. Ça grince et ça dérape et ça me dérange. Et ça ne cessera jamais d'être à côté. D'avance, je le sais. Quand je considère le fait du corps de mon modèle, je me trouve devant une ambivalence angoissante. Il est le passeur qui conduit de la chair à la figure, mais pas à celle que j'attendais. Je ne peux échapper à la nécessaire présence de ce corps qui me déçoit, m'inquiète et m'enchante tout à la fois. De ces grincements émergera une image. Il n'est pas ce que je veux, mais il est. J'inaugure une nouvelle série de photographies à propos de métamorphose. La première photographie, celle-ci, m'a donné beaucoup de peine et je sais qu'il en ira de même pour les suivantes. Sur les dernières planches contact, l'écart qu'il y a entre ce que je visais et ce que j'ai est cruellement réduit. Il tient à une lumière décalée, ou à une direction de regard à peine trop haute, ou un pied légèrement trop en avant, une légère disgrâce dans la pose, ou encore un rideau pas assez tiré, un bras trop replié, une couleur inadéquate sur la joue, etc., etc. Tous les petits machins qui font que c'est pas la photo parfaite. Tout ce qui fait que le réel n'est pas l'idéal, que le corps ne deviendra pas une fiction. Alors Picasso a une phrase que j'adore, elle est un peu crue, mais enfin bon. Il disait qu'une bonne peinture sentait sous les bras. Et je trouve ça éloquent, moi, brutal, mais éloquent. La tentation est grande de manipuler un peu l'image, un petit peu, juste un petit peu, pour qu'elle devienne conforme à ce que j'en attendais. Ce serait l'accomplissement d'une image fantasmatique, consciente et projetée devant moi, mise à jour dans ses moindres recoins. Ce serait délicieusement rassurant. Si, comme Zeuxis, je prenais dans chacun de mes clichés ce qui me convient, et par une manipulation j'assemble les parties, j'obtiendrais probablement la photographie que j'avais en tête. Et puis quoi? Qu'est-ce qui pourrait alors me travailler, me déplacer, me penser, m'étonner? Obtenir ce qu'on veut est décevant parce que ça s'arrête là. Rien ne résiste. Qu'adviendrait-il de la réalité du monde qui ne cesse de se rappeler à moi et à laquelle je n'ai d'autre choix que de me soumettre? Qu'adviendrait-il de mon modèle dans l'effacement de sa résistance à ma toute-puissance de fabricant d'images, de son image?
No Man's Land, le passage vers l'image. Alors bien sûr, c'est vraiment désagréable hein, de ne pas obtenir la photo qu'on a en tête, mais juste à côté, là, le truc à l'écart. Là. Bon, c'est désagréable au début. Il me faut accepter qu'il y ait une marge qu'il me faudra traverser, mais je ne sais pas encore comment, entre une image idéale, préconçue, et une autre qui est le résultat d'un processus par lequel, même si on prévoit tout, le visible dérape et l'autre s'échappe. Le rêve de le posséder par la photographie s'effondre, sa présence ne se plie pas. Et pourtant, sans que je le sache a priori, c'est l'image que je cherche. Elle m'afflige, mais elle me placera à l'endroit des questions qui m'importent, celles qui me transforment. Elle me laissera intranquille, hein, dans le sens où Pessoa parle d'intranquillité. Ça ne m'intéresse pas de faire de l'art pour fabriquer des objets, mais parce que c'est le moyen que j'ai trouvé pour penser le monde et être traversé par lui. Il m'aura fallu passer par un moment dont les photographes parlent peu et qui pourtant est aussi important que celui de la prise, le moment du choix. Il est, en ce qui me concerne, affreusement long. Je regarde les planches contact. Alors, les planches contact, c'est quand on a un négatif, on fait un contact avec le papier. On tire donc des images qui sont à la même taille que les images négatives. Hein. Donc, ce sont des toutes petites images qu'on regarde pendant des heures avec une petite loupe. Enfin, bon, on ressemble à des types qui regardent des diamants, là. Donc, je regarde ces contacts pendant des jours et des jours et des semaines. Et, bon, et à chaque fois que je les regarde, chaque jour, même d'une heure à l'autre, ils m'apparaissent différents. Un jour, je suis persuadée que c'est cette prise-là qui est la meilleure, et puis le lendemain, c'est une autre pour telle et telle raison, et les raisons changent. Enfin, t'as plus rien à y comprendre. À la fin, on a l'impression qu'on ne trouvera jamais, que c'est sans issue, que c'est en vain, quoi. Et on ne sait plus très bien si ce qu'on croyait vouloir, c'est bien ce qu'on voulait. C'est un moment de doute assez terrible, et je ne comprends pas que les photographes n'en parlent pas, parce que c'est un moment qui est fondateur de l'image à venir, vraiment. Et on doute vraiment de son propre jugement à ce moment-là. Pourtant, par cette lente rumination, quelque chose s'use, s'oublie, s'invalide, mute, s'habitue. Il suffit d'attendre que l'image se laisse voir autrement, pour qu'enfin elle m'apparaisse comme familière. Sans que j'en ai conscience, la photographie qui sera choisie, mais que je n'ai pas encore vue, me déplace de telle façon que je finisse, moi, par me trouver en face d'elle. On peut alors mesurer l'espace entre là où on croyait qu'on allait et là, finalement, où on se trouve. Et on est étonné. Une levée de voile sur le désir. Peut-être qu'avec cette image que je croyais ne pas vouloir, j'en apprends sur la nature de ce que je cherche. Ça, c'est assez agréable, c'est surprenant. Forcément, on est sur l'autre rive, hein, on est sain et sauf, tiré du chaos, tout va bien. Et cette image, on ne comprend plus comment on a pu l'ignorer au milieu de toutes les autres. À cet instant, l'image se substitue au corps. Pour en finir, de mes parents, j'ai hérité de 2 nationalités, de 2 cultures, de 2 religions et de 2 langues. En conséquence, il m'a souvent été donné de passer des frontières. Outre que ce passage enfant, me posait la question de mon identité. On peut être 2 à la fois. Je ne comprenais pas ce que c'était que ces 30 mètres de sol entre les 2 postes frontières, l'épaisseur du seuil, le lieu du passage. Ici, je suis qui? C'est où? Et on y fait quoi? Et toutes ces questions se résolvaient d'elles-mêmes parce qu'à un moment donné, j'étais de l'autre côté de la frontière. Il avait suffi de traverser. J'étais là-bas et je suis ici. Et je sais bien que quelque chose dans ce passage n'est pas concevable. Pourtant, il a eu lieu. Quand je passais la frontière de la France à cet autre pays, je changeais d'identité. Pour un enfant, c'est étrange. Même pour un adulte d'ailleurs. La traversée de mon corps d'un pays à l'autre, la possibilité de me tenir là, dans ce lieu sans nom, ce no man's land, résolvait des questions que je ne sais même pas poser.
comme dans ces films de science-fiction dans lesquels on envoie un personnage à travers l'espace et le temps. C'est inconcevable, mais ça a lieu. De même, ce corps qui m'a fait face dans l'atelier se trouve à présent dans le lieu de l'image. Dans cette traversée impossible, il m'a pris avec lui, car il est le véhicule de cette étrange métamorphose, l'accomplissement de la représentation, qui aura fait de nous des ombres capables de traverser le temps.